Un dimanche en campagne, c'est le grand angle de ce dimanche 8 mai. Les élections législatives françaises auront lieu les 12 et 19 juin prochains. À 5 semaines du premier tour, les partis se lancent dans la bataille dans ce troisième tour, comme certains l'appellent. Les formations se font et se défont entre alliances et stratégie. Un dimanche en campagne, c'est notre grand angle politique avec ce soir Perrine Tarnaud, directrice de l'information de la chaîne parlementaire Public Sénat. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et bonsoir Paolo Levi, vous êtes le correspondant en France de l'agence de presse italienne ANSA. Bonsoir à vous deux. Pour vous, quelle est la séquence forte de cette semaine, Paolo ? Certainement cette photo qu'il fallait voir pour y croire, c'est-à-dire celle qui a été faite hier à Aubervilliers, quand il y a eu le mariage entre Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise, avec tous les autres partis de la gauche française, Parti Socialiste, Verts et Parti Communiste. C'était quelque chose d'impensable jusqu'à il y a encore quelques semaines. Et on va voir s'ils vont réussir dans ce pari fou d'arracher la majorité à Emmanuel Macron. Moi, j'ai choisi une image beaucoup plus officielle, plus protocolaire. C'est l'investiture hier à l'Élysée d'Emmanuel Macron. Alors, une cérémonie très sobre. Mais ce qui m'intéressait, c'est que c'était la première prise de parole finalement politique d'Emmanuel Macron depuis le deuxième tour de la présidentielle, depuis le 24 avril, où il nous avait livré un discours un peu terne le soir du second tour. Donc là, j'ai trouvé intéressant son discours hier d'investiture. On va y revenir, je pense, qui était assez court, mais qui était synonyme d'enseignement, en fait. On y revient même tout de suite. Une semaine en campagne, le résumé est signé Luna Guépado. Et on en parle après. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Tout est une question de point de vue. Alliance, stratégie, à un peu plus d'un mois des élections législatives, la bataille est officiellement lancée. Nouveau mandat, nouveau président, nouvelle méthode. Je fais le serment de léguer une planète plus vivable et une France plus vivante et plus forte. Tout juste réinvesti, Emmanuel Macron affiche sa renaissance, le nouveau nom attribué à La République En Marche. Le parti présidentiel, le MoDem et le parti Horizon d'Édouard Philippe ont choisi d'aborder ces élections ensemble. À gauche aussi, on s'est dit oui. Changez le système. Après des négociations difficiles, les principaux partis de gauche s'affichent tout sourire à Aubervilliers. Les gauches, c'est de l'histoire ancienne, place désormais à la nouvelle union populaire, écologique et sociale. Je sais que à cette heure, nous sommes en train, bien sûr, d'écrire une page de l'histoire politique de la France. Les Républicains présenteront quant à eux un candidat unique avec leurs partenaires de l'UDI et du Nouveau Centre dans 543 circonscriptions. Quant à ceux qui seraient encore tentés par la Macronie, les voilà prévenus. Nous, élus, candidats ou cadres des Républicains, nous engageons à ne pas candidater sous les couleurs du président de la République ni à porter le projet de la majorité législative. Bonjour. Bonjour. Après de longs jours d'absence, la candidate d'extrême droite a lancé sa campagne ce dimanche à Hénin-Beaumont, dans le Pas-de-Calais, où elle est élue députée depuis 2017. Très vite, elle cible le fou du roi Mélenchon. La fable de Jean-Luc Mélenchon opposant Emmanuel Macron a peut-être arrêté maintenant. Ça a duré 15 jours, ça a fait rire tout le monde. La réalité, c'est que Jean-Luc Mélenchon a fait élire Emmanuel Macron. Voilà. Malgré les mains tendues par Éric Zemmour, le parti de Marine Le Pen fait cavalier seul. Allez, à dimanche prochain pour une nouvelle semaine en campagne. Mathématiquement, qui a le plus de chances de l'emporter avec ce qu'on a vu ce week-end ? Avec ce qu'on a vu ce week-end, je pense que quand même les Français ont sans doute envie de donner quand même une majorité à Emmanuel Macron. Ils l'ont élu chef de l'État le 24 avril dernier. Mais après, il va falloir voir ce que donne exactement dans les urnes cette fameuse grande alliance à gauche. C'est un peu la vraie interrogation, la nouvelle hypothèse intéressante de cette campagne des législatives qui va aller très très vite. On a à peine 5 semaines devant nous, donc il va falloir que cette union à gauche s'impose. Qui espère une coalition avec Emmanuel Macron, c'est un scénario que vous connaissez bien en Italie. Oui, chez nous, c'est presque la norme d'avoir des grandes coalitions. Ça peut marcher en France en 2022 ? Avec la Ve République, c'est un système un petit peu différent, donc ça serait assez inédit. C'est-à-dire, c'est du temps de Jospin qu'on ne voit plus une cohabitation en France. Et en plus, depuis qu'il y a eu la réforme, après la fin du septennat, ça serait vraiment inédit. Ceci dit, une chose est sûre et certaine. Ce qu'on a vu hier à Aubervilliers va avoir un impact
direct sur la politique d'Emmanuel Macron dans le prochain quinquennat. Donc il est fort probable qu'Emmanuel Macron, comme il l'a dit d'ailleurs hier dans son premier discours après l'investiture, va devoir changer sa politique. On va connaître à nouveau Emmanuel Macron par rapport à celui qu'on a connu jusqu'ici. On a vu que les tractations à gauche étaient quand même très très compliquées. Bon, finalement, cette union existe, mais est-ce que concrètement dans les urnes, un électeur de socialiste peut voter pour un candidat les Insoumis ? Pourquoi pas? Moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a chez les comme électeurs de gauche... On l'a bien vu au moment non, de la j'ai quand même l'impression que chez les électeurs de gauche, il y a une vraie volonté d'union à gauche. Le Parti socialiste, il n'est plus en mesure d'imposer quoi que ce soit aujourd'hui, notamment à la France insoumise. Le PS, c'est quand même 600 000 électeurs au premier tour de la présidentielle cette année, contre plus de 7 millions de voix pour Jean-Luc Mélenchon. Donc je trouve ça déjà pas mal qu'ils ont pu s'asseoir tous ensemble autour d'une table et accorder encore un certain nombre de circonscriptions pour les écolos, pour les socialistes. Donc je pense qu'il y a une vraie envie chez les électeurs de gauche aujourd'hui quand même de cette union, après tous ces échecs répétés aux différentes élections présidentielles et intermédiaires. Mais si on parle du programme, le texte de coalition mentionne... mais là c'est un accord électoral, c'est plus un accord électoral que finalement un accord sur le fond. On verra après dans le temps combien de temps tiendra cette union. Pour l'instant c'est un accord électoral qui permet d'avoir différents groupes potentiellement à l'Assemblée nationale, la France Insoumise, PS, écologistes, etc. Oui, bien sûr, il y a un programme commun, mais après chaque groupe sera peut-être plus ou moins libre au sein de l'Assemblée nationale pour soutenir telle ou telle mesure. Paolo, je vous pose la même question. Non, écoutez, c'est un accord, un mariage d'intérêt plus qu'un mariage de conviction. Il y a des questions qui fâchent et qui vont certainement à un certain moment, tôt ou tard, sortir. Et je notamment pense, au Parti socialiste. Exactement, mais je pense notamment à un point. Moi, je le regarde avec les yeux d'un Européen, donc et je vous dis que certaines positions de la France insoumise par rapport à la primauté du droit européen, par rapport à l'intégration européenne, par rapport à l'Union européenne, sont complètement antithétiques par rapport à tout ce qui est la tradition du Parti socialiste depuis Jaurès, j'ose dire. Et même chez les écologistes aussi. Exactement. D'ailleurs, il y a une tribune aujourd'hui de Daniel Cohn-Bendit qui dénonce ça, oui, sur l'Europe. C'est un parti qui son ADN même d'Europe Écologie des Verts, c'est fondé sur l'intégration européenne. Et donc ça, c'est des questions qui fâchent, qui vont sortir tôt ou tard. On le voit déjà dans les territoires. Une question sur le Parti socialiste. On se demande si c'est une bouée de sauvetage ou un cercueil. Il était question à un moment donné peut-être de refonder une formation, notamment avec les éléphants qui, eux, ne sont pas très favorables à cet accord. Qu'est-ce qui se dit ? Oui, enfin les éléphants, qu'est-ce qu'ils ont fait depuis 5 ans pour refonder le Parti socialiste? C'est ce qu'on a envie de leur demander. Bernard Cazeneuve, qui vient de quitter le Parti socialiste parce qu'il n'est pas d'accord justement avec cette union à gauche, il s'est fendu d'une très belle tribune, c'est vrai, très intéressante. Pourquoi il quitte le Parti socialiste aujourd'hui? Mais depuis 5 ans, qu'est-ce qu'il a fait pour refonder le parti finalement? Et on peut rappeler que lui-même a hésité avant d'être candidat ou pas à la présidentielle. Donc ils ont laissé Hidalgo y aller toute seule, ils ne l'ont pas beaucoup soutenu. Et depuis 5 ans, ils n'ont pas fait grand-chose pour refonder la maison socialiste. Voilà pour la gauche dont on a beaucoup parlé cette semaine. On va parler de Marine Le Pen aussi, qui est réapparue aujourd'hui. Elle se lance pour une réélection et c'est en attaquant Jean-Luc Mélenchon qu'elle a lancé sa campagne. Est-ce que Marine Le Pen est toujours l'opposante numéro 1 ? On va le voir en juin. En tout cas, elle a fait un jackpot au deuxième tour des présidentielles. Il n'y a que 7 points qui l'ont séparée d'Emmanuel Macron. Donc, pour l'instant, c'est elle qui a la primauté de l'opposition en France. Et tout le défi est là. On va voir si elle sera en mesure de le garder ou pas aux législatives, mais je pense que oui. Une alliance avec Reconquête apparemment est exclue. Non, elle est totalement exclue. L'alliance avec Reconquête, on a la rancune assez froide et assez longue et tenace chez Marine Le Pen. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'elle a pris un peu du champ, elle a pris le large là pendant 15 jours. Elle a pris le temps de se reposer. Elle est toujours un peu dans cette posture de femme avec une stature de chef de l'État. Donc elle a voulu continuer un petit peu sur cette lancée. Il va juste falloir qu'elle fasse attention parce que la campagne des législatives, ça va aller très très vite. Je l'ai dit, 5 semaines, c'est très court. Mais elle est revenue sur le terrain et elle a attaqué dès aujourd'hui très fort Jean-Luc Mélenchon, on l'a entendu tout à l'heure. Le fou du roi. Le fou du roi, exactement. C'est lui qui a fait l'élection de Macron. Alors, à droite, les Républicains ont eux aussi lancé leur campagne pour les législatives après leur accord avec les centristes et l'UDI, 543 candidats. Ça veut dire quoi? Il faut serrer les rangs après la débâcle de la présidentielle pour éviter des transfuges vers la Macronie? Et oui, c'est un parti en état de mort cérébrale hein, actuellement. Et même Nicolas Sarkozy, on l'a vu pendant la campagne des présidentielles, c'est un parti qui doit absolument retrouver tout d'abord sa raison d'être, un ADN et surtout un leader. Parce que
le leader plus prometteur qu'il y avait dans ce parti, à mon avis, c'était Édouard Philippe. Aujourd'hui, Édouard Philippe est passé dans les rangs d'Emmanuel Macron. C'est le risque, justement, pour LR, d'avoir beaucoup de transfuges vers la Macronie. Et pourquoi ne pas avoir fait d'alliance avec... Non, pour l'instant, on est justement un petit peu étonné de voir qu'il n'y a pas beaucoup de transfuges des Républicains vers les troupes d'Emmanuel Macron. Moins de 10 députés LR rejoindraient les troupes de Macron, donc ce qui est très peu. Et donc, c'est malgré tout l'échec de Nicolas Sarkozy, qui avait, semble-t-il, promis un deal, un transfuge un peu plus important à Emmanuel Macron. Non, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a, comme au Parti socialiste, la jeune garde des députés Les Républicains, notamment Aurélien Pradié, par exemple, qui veulent mettre justement un peu dehors tous ces barons. Nicolas Sarkozy en premier, on rappelle qu'il avait été sifflé lors du dernier meeting de Valérie Pécresse. Et là, ils disent, Nicolas Sarkozy, c'est stop, c'est fini, il faut qu'on marque la rupture. Nicolas Sarkozy lui-même avait marqué une rupture vis-à-vis de Jacques Chirac, et on fait la même chose. Et on change d'époque, on change d'air. Dans le camp macroniste, on affiche aussi les alliances avec Ensemble. Donc, idéologiquement, sur le fond, ça colle ? Oui, je pense qu'ils s'inscrivent tous, disons, dans... en tout cas, c'est une alliance envisageable. Ça colle. On va voir demain le discours du président de la République, très attendu à Strasbourg, mais on est quand même dans un système de valeurs où on peut trouver, disons, une synthèse. Chose que moi, je vois moins, franchement, à gauche, parce que, comme on l'a dit, entre Mélenchon et le Parti socialiste, il y a un gouffre sur certains domaines, à commencer par l'intégration européenne. On disait Emmanuel Macron et Édouard Philippe un peu en froid. Ils en sont où ? Ils se sont rabibochés ? Oui, Édouard Philippe a obtenu un accord, je dirais un peu à minima, avec 58 investitures aux législatives. On va falloir voir un petit peu après combien de députés il aura et surtout comment il va soutenir le président de la République dans son action si Emmanuel Macron a bien sûr une majorité à l'Assemblée nationale. Mais c'est vrai que là, on va rentrer dans une séquence qui va un peu plus profiter à Emmanuel Macron, puisqu'il va y avoir toute la séquence effectivement européenne au Parlement européen, visite à Berlin, et puis après, toute la séquence aussi de nomination du futur prochain ministre et puis du futur gouvernement. Ce sera quand ça ? Parce que c'est reporté. Date limite 13 mai. Date limite 13 mai, et puis je crois que Jean Castex, il n'a pas envie de prolonger au-delà, c'est ce qu'il a clairement dit. Donc d'ici à la fin de la semaine prochaine, normalement, on devrait savoir. On dit qu'Emmanuel Macron essuie des refus. Est-ce que vous en savez plus ? Non, j'en sais pas plus. On dit que, mais effectivement, est-ce qu'il a du mal à constituer son équipe ou est-ce qu'au contraire, il prend son temps pour voir justement comment se nouent les accords électoraux à droite comme à gauche et pour voir un petit peu comment potentiellement il peut monter sa future équipe pour cette campagne des législatives. Investiture hier, donc c'était donc pas de grande parade sur les Champs-Élysées comme c'est l'habitude, pas de petits détours par l'hôtel de ville. Il y avait une vraie volonté de sobriété. Un discours très sobre, presque de mi-mandat. Et je pense aussi que Emmanuel Macron était hier un petit peu dans la retenue, aussi pour ne pas gâcher ce grand rendez-vous très attendu, non seulement en France, mais je dirais même en Europe, demain, 9 mai, une date très symbolique, c'est la date de la déclaration Schuman qui a marqué le début de notre aventure commune, de l'histoire de l'intégration européenne, et le calendrier veut un drôle d'hasard, c'est-à-dire qu'au même temps, à Moscou, Vladimir Poutine va célébrer à son tour la victoire sur le nazisme. Et donc il va y avoir, comme m'ont dit des sources de l'Élysée il y a quelques jours, deux modèles qui vont être confrontés un à l'autre, celui des démocraties libérales contre celui du populisme et du révisionnisme historique de Vladimir Poutine. On vient de le voir, c'est une semaine faite d'alliances et de stratégie. Est-ce que cette politique politicienne ne risque pas de décourager les électeurs pour conclure ? Tout va dépendre un petit peu des premiers actes, notamment qui vont être posés par Emmanuel Macron, parce que pour revenir en 2 mots sur son investiture, il a quand même dit que c'était pas la poursuite de son premier mandat, mais que c'était vraiment un nouveau mandat qui débutait avec un peuple français qui avait évolué, qui avait changé. Donc il va falloir voir un petit peu quelles étapes et par quels gestes il va marquer ses premiers jours et ses premières semaines. Et on en reparlera très vite. Merci beaucoup Perrine Tardou et merci. Paolo Lévy d'être venu dans cette semaine en campagne.